Donc, bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue à ce nouvel épisode de nos webinaires avec ou sans sucre que nous proposons sur les périodes automnales et hivernales. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Déborah Le Goff, qui est directrice de l'Office de tourisme de Granville-Terre-et-Mer, qui va nous exposer brillamment son retour d'expérience sur la mise en place d'un schéma d'équilibre touristique, hein. Lorsque j'ai pu échanger avec Déborah sur cette idée de relayer cette belle expérience au réseau, je la remercie de nous avoir reçus de manière positive. On a tous en tête qu'il y a dans quelques mois des échéances électorales qui vont faire bouger le réseau, hein, puisque dans certains endroits, il y aura de nouveaux élus, de nouvelles instances gouvernantes, de nouvelles instances décisionnelles sur les territoires, et que suivront quelques mois après la mise en place de schémas de développement touristique, hein, ça c'est une habitude pour chaque mandat. Et on s'est dit que voilà, il était peut-être pertinent, nous, au niveau de la fédération régionale, de relayer cette expérience de Grandville et Terre-et-Mer qui est relativement innovante, mais surtout pleine de sens sur la manière d'aborder le développement touristique. Et voilà, donc on s'est dit que c'était, au niveau du timing, c'était assez pertinent, au vu des échéances qui vont venir, de pouvoir relayer ce retour d'expérience. Donc, Déborah, je te laisse la parole, je te laisse la main pour débuter, et puis nous faire ta présentation. Merci Nicolas. Euh, j'ai bien compris que vous alliez voir deux fois ma tête et je ne vois pas comment vous la voyez là, mais donc profitez-en après. Après, ça va être le PowerPoint. Alors, hop. La puissance d'un territoire se mesure à la force des liens qu'il s'est créés avec ses clients, ses habitants et ses entreprises. Cette phrase, je l'ai entendue il y a presque 20 ans maintenant et c'est vraiment le leitmotiv pour moi depuis ce moment-là pour construire une stratégie de territoire. Elle est encore plus vraie aujourd'hui de mon point de vue et je la transforme en disant que la puissance d'une destination se mesure à la force des liens qu'elle s'est créée avec ses clients, ses habitants et ses entreprises, a fortiori dans le contexte dans lequel on est. Donc, bonjour à tous. Je suis Déborah, donc comme vous l'a dit Nicolas, je connais la plupart d'entre vous et peut-être que finalement vous m'avez déjà entendu intervenir sur ces sujets ou sur des bribes de sujets parce qu'effectivement c'est une histoire que je vais vous raconter, celle qu'on a construite avec toute l'équipe, une formidable équipe qui se muscle au fil des temps sur Granville, Terre et Mer et qu'on a construite quasiment depuis la création de l'Office de tourisme en 2017. Moi, je suis arrivée en 2018. Donc vraiment, cette histoire de stratégie, eh bien, c'est celle que je vais vous raconter maintenant. Je vais vous la raconter sous le prisme de l'expérience visiteur, parce que je pense que comme moi, vous êtes tous très sensibles à l'expérience que va vivre votre usager. Alors aujourd'hui, je vais dire visiteur, mais dans les visiteurs, on va aussi potentiellement entendre habitant. Et je ne suis pas surprise si vous aussi vous l'avez intégré depuis longtemps. Mais du coup, cette histoire, elle raconte comment l'expérience de visiteur, elle peut être enrichie par rapport aux énergies qu'on va mettre les uns et les autres à créer du lien, en incluant bien sûr, comme l'a dit Nicolas, nos acteurs institutionnels. Donc c'est l'histoire que je vais vous raconter en partant de quelque chose que vous connaissez très bien et qui est peut-être un peu et certainement très caricatural. Euh, Au début du tourisme, avant même que nous-mêmes, vous-même, j'ai pu, j'ai pu vos visages sous les yeux, mais on intervienne dans le tourisme. Il y avait, moi je suis dinosaure, hein, je me considère comme dinosaure du tourisme, ça fait plus de 25 ans maintenant, je disais 20 ans, mais ça fait plus de 25 maintenant. Euh, on considérait que de faire du tourisme, c'était de faire essentiellement de la promotion touristique, et en tout cas, on avait pour mission de montrer sur un plateau l'offre de territoire sans trop faire attention de quelle façon on allait l'adresser à nos visiteurs et vraiment en le laissant
quelque part se débrouiller, même si on était toujours bienveillant dans le conseil à lui donner. Ben, par contre, on voulait être assez exhaustif sur ce qu'on voulait lui présenter. Ça, je vais vite parce que vous le savez, vous avez déjà tous bien pris en compte ces évolutions-là. En 2019, mais ça, par contre, si je le dis, c'est que je suis encore obligée de l'expliquer à des élus et à des nouveaux élus qui ont encore un peu l'impression qu'il suffit de montrer et de valoriser l'offre. Et j'ai horreur de ce mot valoriser. On valorise pas pour valoriser. On met en avant quelque chose qui correspond à une demande, qui correspond à un besoin d'un visiteur. On se fait pas plaisir parce qu'on a mis des sous dans la restauration de tel bâtiment pour de le mettre juste en avant et on aura fait le job. Non, c'est vraiment l'usager au cœur. Donc ça, je suis obligée de le rappeler et je vous invite à le rappeler aussi. Donc 2019, on a clairement assis le fait et annoncé le fait à nos élus notamment qu'on allait changer la donne et pas juste être en mode production de catalogue et présentation sur un comptoir ou sur un plateau de toute notre offre, qu'on allait vraiment travailler à une approche visiteur, une approche expérientielle, très orientée dans notre démarche à ce moment-là par les travaux de Joe Pine sur le marketing expérientiel. Ça, c'est pareil, je pense que certains connaissent. Sinon, pour les autres, je vous invite à aller le lire. C'est une bonne référence. Aujourd'hui, il parle aussi de marketing transformationnel. Tout ça, c'est des mots qui doivent vous parler. Mais clairement, l'idée est l'instauration dès 2019 d'une vraie dynamique d'expérience dans lequel on va impliquer le visiteur, mais aussi une dynamique dans lequel on va impliquer tous les acteurs parce qu'on est convaincu qu'ensemble, on va chanter plus fortement et on va pouvoir émerger dans des stratégies ou dans un contexte touristique très concurrentiel. Donc ça, c'est la petite métaphore de la baleine. Alors pour ceux qui l'ont déjà entendu 15 000 fois, je suis désolée, mais je vais être obligée de la refaire pour les autres parce que c'est un peu ma marque de fabrique et je trouve qu'elle évolue aussi au fil des ans. La baleine à bosse, c'est ce qui m'a servi en 2019 à expliquer avec des mots simples le concept de marketing territorial aux élus de Granville-Terre-et-Mer en conseil communautaire. Ils étaient plus de 70. L'idée, c'était de leur dire que pour promouvoir un territoire, il ne s'agissait pas de donner de l'argent à un office de tourisme qui allait faire le job, notamment pas avec quelque part le si peu d'argent qu'on lui donnait, avec une ambition de conquête à l'échelle nationale affichée. Ça veut dire quoi? C'est assez facile de mon point de vue de dire, allez, l'office, c'est votre job de faire la promotion, faites-le, on vous donne des sous pour le faire, et puis montrez-nous vos résultats. Si on compte sur ça, ça ne marche pas. L'idée, c'est de se dire que si on veut émerger, il faut qu'on soit plusieurs baleines et baleineaux à chanter tous le même chant, tous le même positionnement marketing. Alors, au lieu de dire positionnement, j'ai disais chant de la baleine, parce que j'ai découvert que les baleines à bosse mâles, pour séduire leurs femelles, elles chantent tous le même chant, donc le même positionnement. Et plus elles chantent ensemble, plus elles sont nombreuses à chanter, plus ce chant traverse les mers et plus il attire. Et plus il est entendu de toutes les baleines femelles à bosse des océans. Donc vraiment, cette métaphore, elle a énormément servi à expliquer comment, à faire ensemble, on allait être plus puissant et qu'il s'agissait pas de compter juste sur un office de tourisme avec sa seule voix pour chanter. Donc parti pris très fort, mais qu'ils ont compris en considérant qu'une baleine, elles sont pas toutes obligées de chanter au même moment, elles sont pas toutes obligées de chanter avec la même intonation. Elles sont pas toutes obligées de viser et de cibler la même baleine, sinon on serait mal dans notre stratégie. Donc en fait, l'idée, c'est bien de laisser une semi-liberté, mais avec un positionnement clair affiché, donc un champ et une vision commune affichée. Donc ça, c'était vraiment les principes de l'attractivité territoriale qu'ils ont assez bien compris. Et dès lors, on a pu construire des outils dont Chuchoteur d'information touristique, qui a été notre plateforme qu'on a pu construire grâce à l'aide de la région Normandie, grâce à l'aide de la Fédé, hein, Nicolas aussi. Si tu te rappelles, vous nous avez aidé à construire l'unité 2. C'est un principe de MOOC, de plateforme digitale d'e-learning à laquelle peuvent accéder toutes les baleines de notre territoire, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient habitants, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient juste entreprises du territoire. Quelqu'un qui voudrait savoir parler, chanter ce chant de la baleine, il lui suffirait d'accéder à ce MOOC, d'écouter, de participer à ces unités, unité 1, unité 2, unité 3, unité 4,
sous forme de petits formats vidéo, des petites capsules de 2 minutes, puis de participer à un quiz qui lui permet de gagner le badge de soit de la connaissance de la destination, soit des bonnes pratiques d'accueil avec bien sûr le SBAM, mais pas que. On allait jusqu'au troisième cercle de qualité. Pour ça, on s'est appuyé sur les apports aussi de Michael Dodds du CRT Normandie pour nous enrichir sur cette notion de troisième cercle de qualité dans son accueil. On a intégré à ce moment-là les notions d'un accueil durable et qu'est-ce que je peux faire pour avoir un accueil durable. Et enfin, notre dernière unité, c'était connaître et utiliser les outils de l'Office de tourisme. Ça, c'était la V1 de chuchoteur, en considérant qu'une fois qu'ils avaient fait ces petites vidéos et ces petits quiz vraiment faciles et pas dissuasifs en fait, mais pour autant porteur de ce champ, porteur de ce positionnement, on a créé un code de destination, un code de marque. Donc tout ça, on leur explique dans des vidéos et ensuite on leur pose des questions. Ça leur permet d'accéder et d'avoir des badges et ils deviennent chuchoteurs, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Il s'avère qu'ils sont tous allés directement à la version 3. Personne n'a fait qu'une partie de cette plateforme. Tous ceux qui l'ont fait ont été toujours jusqu'à l'entièreté du dispositif. Et ce qui nous a fait penser qu'effectivement, c'était utile. Ils trouvaient ça intéressant, pertinent. Et on avait, dès la première année, une centaine de chuchoteurs. Et notamment, c'était à vocation des saisonniers pour les former aussi au territoire. Sur cette partie de connaître la destination, connaître et parler le même langage, clairement, je vais pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a quand même vraiment bien pris le temps de réfléchir à ce code de marque, ce code de destination. On n'a pas voulu l'appeler code de marque parce qu'on n'a pas voulu faire pompeux à l'époque, mais c'est vraiment ces notions de quelles sont les couleurs, quelles sont les odeurs, quelles sont les valeurs, quels sont les mots, quelle est notre façon de construire l'image d'un territoire, quel type de photo on privilégie, avec une photothèque et une médiathèque qui a été mise aussi à disposition de tous pour pouvoir parler ce même champ avec une négociation des droits photos pour que tous puissent parler ce même champ. Mais ça, c'est des mécaniques que vous connaissez plus ou moins, donc je vais assez vite. Et forcément, dès le début, on s'est dit que cette attractivité dont je vous parle, il fallait qu'elle soit raisonnée. On ne pouvait pas aller à tout va, séduire nos baleines et en faire venir des milliers et des milliers sans se préoccuper de l'impact que ça aurait sur notre territoire. Surtout qu'à cette époque, on constatait déjà que le mois de la forte saisonnalité de la destination, comme beaucoup d'entre vous, et que pour nous, il y avait bien un enjeu dès 2018-2019 à étaler la fréquentation et à entraîner les acteurs vers une démarche plus vertueuse. Donc on a commencé à vouloir très vite colorer ce champ des baleines sans trop savoir comment le faire. Pour ça, on a travaillé et on a pris la balle au bond, notamment avec la Fédé, avec OTN, pour comment être meilleur dans son office déjà avant d'essayer de colorer ce chant et de dire à tout le monde de chanter plus vert, si vous me permettez l'expression, bien sûr sans aucune connotation politique. Il fallait qu'on soit nous-mêmes exemplaires. Ça aussi, c'est des choses que vous maîtrisez. Je pense que tout ce que je dis, vous le maîtrisez. Je vous raconte juste l'histoire de Granville, Terre et Mer. Donc on est monté dans le wagon du durable avec les quelques offices et certains d'entre vous aujourd'hui qui ont voulu travailler sur les démarches RSE avec le groupe d'OTN. Et merci beaucoup pour cette opportunité. Ça nous a permis de nous outiller et ça nous a permis d'avancer en posant les jalons pour nous, mais en commençant à poser des jalons aussi avec nos partenaires traditionnels, avec les professionnels, avec les réseaux, pour essayer de nourrir ce champ. Et c'était facile d'aller chercher ces baleines-là. Le CRT, Attitude Manche, bien sûr, il fallait veiller à ce que ce champ ne soit pas dissonant avec le champ manchois, ni le champ normand. Sinon, pour les baleines cibles, c'est incompréhensible. Donc bien sûr, ce champ, il fallait qu'il soit en articulation. Donc la première étape, ça a été vraiment de travailler avec nos acteurs un peu privilégiés, traditionnels, ceux qu'on connaît bien. Très vite, on a associé les ambassadeurs. Et d'ailleurs, on les a associés pour la création de ce champ. On a associé aussi les entreprises, notamment Leclerc, notamment Grandif sur notre territoire, le réseau initiative de toutes les entreprises du territoire pour leur présenter ce champ. Parce il s'agissait pas de l'imposer. Donc, on l'a travaillé avec les habitants, avec des questionnaires, on l'a travaillé dans des ateliers habitants, dans des ateliers professionnels. On a été rencontrer les grandes entreprises du territoire et on leur a dit, est-ce que ce chant vous semble logique? Est-ce que vous êtes prêts à le chanter avec nous?
À partir du moment où on avait cette validation, pour nous, c'était plus simple et eux-mêmes étaient assez convaincus de l'intérêt de chanter à plusieurs, donc ils se sont mis à parler pour nous. Et vraiment, notre stratégie ambassadeur est née à ce moment-là, mais qui a fait l'objet, je crois, de d'autres interventions, avec des ambassadeurs Instagrammeurs très actifs, hein, qui sont toujours très actifs et qui sont aussi très contributeurs, et encore plus aujourd'hui, de la création de contenu à notre place. Nos ambassadeurs vont aussi bien écrire, interviewer d'autres pros et produire des photos, produire des textes qui vont alimenter l'ensemble de notre politique éditoriale, et une politique éditoriale qui est partagée avec les services communication de la collectivité depuis peu, même si ça semble logique, mais aussi de 8000 Nautiques, la SPL Nautisme du territoire, pour essayer d'articuler notre partition de chant de la baleine. Donc ça, c'est aussi assez commun de pouvoir associer les habitants dans des stratégies. C'est pas nouveau non plus, j'en suis certaine. Mais le fait de commencer à chanter ce chant commun, à, de- à dire haut et fort qu'on avait ces envies d'un tourisme raisonné, à afficher dans notre positionnement qu'on souhaitait être une destination durable en 2018-2019, quand on commençait à utiliser le mot durable, je vous cache pas que c'était un peu mal perçu, c'était presque trop élitiste. Pour la petite histoire, on m'appelait Madame Durable. Donc, il n'est pas forcément agréable dans la perception et dans l'image qui tournait autour. Aujourd'hui, c'est radicalement différent. Et clairement, les nouveaux élus de l'époque en 2020, parce qu'un peu plus sensibles à ces notions, nous ont permis d'accélérer, il faut être honnête. Mais le fait de l'afficher haut et fort et de l'assumer a fait que des acteurs comme le syndicat mixte de l'eau, le SMPGA, est venu nous chercher parce que à ce moment-là, c'est assez anecdotique, mais comme quoi il faut saisir toutes les opportunités. Nous étions en train de nous demander si nous n'allions pas partir dans l'initiative de Good Friendly, en se disant que ça allait être probablement une porte d'entrée pour aller sensibiliser nos professionnels à être plus durables, justement, à être une porte d'entrée pour leur dire allez faire chuchoteur, allez faire l'activité 2 sur un accueil plus durable en devenant membre du réseau Good Friendly. Vous faites une bonne action, vous donnez de la visibilité à votre structure. Donc c'était une façon très directe pour eux de les entraîner. Et il s'avère qu'on commençait à réfléchir à ça. Le syndicat mixte de l'eau a aussi eu cette envie de le faire, et le commercial de Oali nous a dit, ah bah, sur Granville, vous avez vraiment intérêt à y aller parce que le syndicat mixte a aussi envie d'y aller. Qu'à cela tienne, nous ne connaissions pas le syndicat mixte. On l'a appelé, ça a été le bon prétexte pour effectivement faire une première démarche commune. Donc, c'est eux qui ont financé l'opération Good Friendly, et c'est nous qui avons ouvert les portes des professionnels du territoire. Ça a arrangé SMPGA. C'est une anecdote, mais c'est devenu vraiment notre façon de fonctionner. C'est pour ça que je prends du temps. SMPGA avait des fonds de communication, avait des fonds de promotion, de sensibilisation au respect de l'eau. Nous n'avions pas cette enveloppe-là, mais nous avions la connaissance du réseau de professionnels dont n'avait pas le SMPGA. Donc, nous avons mutualisé nos forces et créé une synergie sur cette action qui nous a permis de mieux nous connaître et de donner plus de puissance à notre action. Force est de constater que ça a bien plu. Ça a bien fonctionné à tel point que le SMPGA est venu nous chercher très vite ensuite pour, au moment de l'été, aller au plus proche des visiteurs et utiliser notre tuk-tuk pour sensibiliser au stress hydrique du territoire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'était un été assez chaud, que dès qu'on commençait à être en vigilance sur la capacité des nappes phréatiques à absorber et à conserver l'eau, eh bien, on pouvait l'afficher derrière le tuk-tuk. Il y avait une météo qui permettait, sans qu'on fasse plus que notre travail, nous, de conseiller en séjour à bord de notre tuk-tuk, d'informer et de sensibiliser les visiteurs. Donc, c'est quelque chose qui a commencé à nous permettre de nous rendre un peu plus crédibles auprès des acteurs de l'environnement et d'autres acteurs que les acteurs du tourisme. Ça nous a aussi fait à ce moment-là nous rapprocher des services de la collectivité. Là encore, on est inégaux sur ces façons de fonctionner, je le sais très bien, mais les réflexes n'étaient pas encore instaurés entre les services de Granville Terre et Mer, de la collectivité et de nous-mêmes pour avoir des actions collectives. Et pourtant, pour nous, le moment était grandement venu d'y aller, notamment en matière de déchets. Et on a mené aussi des premières petites opérations avec le service déchets pour créer des stickers dans les campings
ou dans les hôtels pour inciter à trier les déchets ou à réduire en eau. Et puis on a fait la même avec les services environnement, avec le service, avec le PAT, le plan d'alimentaire territorial. Bien sûr, on travaillait sur les mobilités également. Et finalement, on s'est dit, on a plein de sujets communs et on pourrait mutualiser plus, mais pour ça, il faut qu'on sache ce qu'on a l'intention de faire et qu'on partage nos plans d'action, nos budgets, nos intentions. Et donc, on a créé ce qu'on appelle la revue de projet de transition qui se réunit avec tous les chefs de service de Grandville-Terre-et-Mer et l'Office de tourisme pour tous les mois et demi, tous les 2 mois maintenant, je pense, partager les projets en lien avec la transition. Ça a constitué ce qu'on appelle la fleur de la transition donc qui est un peu au cœur maintenant de nos partages d'un point de vue institutionnel, mais qui ne nous empêche pas effectivement les uns et les autres de mailler avec l'ensemble des acteurs de notre territoire et de toutes nos baleines. À ce moment-là aussi, on n'était pas forcément très structuré, mais on était surtout convaincus. On se structurait donc au sein de GTM. On, on a décidé de muscler notre discours à l'Office du tourisme sur le sujet de la préservation de la ressource au moment des grandes marées, qui était une des problématiques que nous avions. Et pour être meilleur en termes d'Office de tourisme, en tant qu'Office de tourisme dans cette démarche RSE, on cherchait comment on pouvait mettre nos énergies au profit d'une association d'intérêt général pour pouvoir cocher la case mécénat de compétences sur les démarches RSE. Il nous manquait ça dans le référentiel, mécénat de compétences. Ça nous a amené à réfléchir à voir ce que c'était. Et mécénat de compétences, c'est l'idée de mettre à profit les ressources humaines d'une structure de façon bénévole, de façon volontaire, au profit d'une association d'intérêt général. Donc, ça a été une démarche pour laquelle on n'a rien imposé d'un point de vue direction. On a demandé aux salariés volontaires de l'Office de tourisme qui souhaitent mettre ses énergies au profit d'Avril, qui est l'association de médiation de l'Estran. Parce qu'aux Grandes Marées, en gros, ils sont deux. Et deux sur deux territoires, sur Coutances-Mer et Bocage et sur Granville-Terre-et-Mer, pour aller sensibiliser des milliers de pêcheurs à pied au moment des Grandes Marées. Donc pour nous, c'était un vrai sujet. Le discours, il nous l'avait appris derrière nos comptoirs. Mais on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin, qu'on se spécialise, qu'on s'expertise sur ces sujets-là pour aller prêter main forte, de façon volontaire. C'est ce qu'on a fait. Et du coup, il y a la première année, il y a 7 personnes de l'Office de tourisme qui se sont portées volontaires et on a accepté que cela se passe sur le temps de travail de l'Office de tourisme, ce qui nous a donné beaucoup de crédit auprès de toutes les agences environnementales, de tous les acteurs environnementaux. Alors Avril était convaincu puisqu'on est venu leur prêter main forte, mais on a gagné beaucoup de crédit auprès de l'OFB, auprès des conservateurs du littoral, auprès de la NBDD, auprès de l'Adréal, auprès des acteurs institutionnels de l'État. Alors cela n'était pas forcément à convaincre, mais avait une image très tronquée de ce qu'était un office de tourisme. Et à partir du moment où on a commencé à montrer que vraiment on mettait les mains, j'allais dire dans le cambouis, mais non, on mettait les mains dans le sable pour aller aider à préserver la ressource avec un discours amplifié où oui, on va sensibiliser les pêcheurs à pied, mais en même temps, si c'est des touristes, on peut enrichir aussi l'expérience en leur demandant comment se passe leur séjour et en ayant le petit plus de conseils en séjour qui va bien. Donc, une fois encore, démontrer que en mutualisant, en créant des synergies, finalement, on va beaucoup plus loin dans la démarche et on enrichit l'expérience visiteur. Multi-effet, enrichissement de l'expérience visiteur, gros gain de crédit auprès des institutions environnementales qui, à partir de ce moment-là, ne nous ont plus vus comme le grand méchant loup. Et peut-être que vous le sentez aussi aujourd'hui. Et sûrement que vous l'avez remarqué, on est assez peu, en tant qu'acteur institutionnel, à être invité dans les assemblées générales, dans les instances environnementales de nos territoires. Et pourtant, nous sommes un acteur tellement accélérateur de transition, tellement impactant positivement pour le territoire si on est sensibilisé à l'affaire, peut-être impactant négativement si effectivement on ne l'est pas, mais justement de démontrer qu'on peut être proactif pour un tourisme de qualité, un tourisme raisonné et pour le bien du territoire. À partir de ce moment-là, ces acteurs-là ont commencé à vraiment nous regarder très différemment, à se rendre compte qu'on était
un accélérateur et qu'on avait aussi des moyens de promotion et de sensibilisation dont qu'ils n'avaient pas forcément. Ça nous a permis aussi de commencer à nous coordonner sur les messages aux visiteurs. Plutôt que chacun sorte sa brochure ou son petit flyer de sensibilisation, comment on fait ensemble pour être plus impactant, sachant que parfois certains ont des budgets. Donc tout ça, c'est du sujet, ça semble logique, mais clairement, avec ce mécénat de compétences, on a cranté le visage de l'office de tourisme. On a cranté un nouveau visage pour l'office de tourisme. Et c'était fini l'office de tourisme qui juste faisait de la promotion pour faire venir plus de tourisme sur un territoire. On a clairement cassé ce modèle-là et cette vision-là. On a commencé à ce moment-là à travailler, je vais aller vite sur ces sujets, avec les ESAT sur le sujet du handicap, parce qu'on s'est rendu compte en travaillant avec OTN sur le fameux étage 2 de la fusée, sur comment on entraîne les acteurs du territoire, comment on s'auto-diagnostique avec le référentiel de Green Destinations, qui à la base n'était qu'un référentiel de travail, qu'un cadre pour se dire, OK, on est bon sur ça, on est moins bon sur ça. On s'est rendu compte qu'on n'était pas très bon sur le handicap et sur le social, donc on a commencé à aller rencontrer ce type d'acteurs des arts, mais aussi du patrimoine et de la culture sur lequel il se passe des choses sur Granville-Terre-et-Mer de façon indiscutable, mais de façon très, très peu coordonnée. Donc, gros enjeu aussi à construire une identité culturelle et une vision culturelle partagée. Aujourd'hui, la culture n'est pas celle qui chante le plus le chant de la baleine, pour être honnête. Il y a toujours un petit enjeu à ce sujet. Mais pour revenir à l'histoire de la crédibilité de l'Office de tourisme, il y a une autre anecdote que j'aime raconter, c'est celle du moment où le groupe Mamalogique normand, donc à l'échelle régionale, nous a approchés pour faire, en lien avec l'Adréal, la journée, pour animer la journée des cétacés, alors je ne sais plus l'intitulé exact, des cétacés dans la Manche et notamment sur la partie sud de la Manche. Quelles sont les observations en matière de cétacés et quels sont les comportements à avoir, et notamment quel message à faire passer aux habitants, aux visiteurs. Et pour ça, grosse victoire, ils nous ont quand même demandé d'animer leur atelier et leur journée en considérant que eux avaient une expertise scientifique, qu'ils n'avaient pas d'expertise d'animation. Et ils nous avaient vu faire, accessoirement au moment des rencontres des acteurs du tourisme, qui invitaient tous les acteurs de la fleur, là que je suis en train de vous présenter, aussi bien des habitants ambassadeurs que des institutionnels, que des professionnels, que des entreprises. Ils nous avaient vu dans cette fonction d'animation d'atelier, d'animation de plénière. Et du coup, ils nous ont dit, est-ce que vous voudriez bien amener à nouveau vos compétences sur ce sujet-là et en même temps passer le message à tous les acteurs qui vont être dans la salle au niveau manche du rôle d'un office de tourisme et du potentiel rôle d'un office de tourisme pour accélérer la transition de son territoire et être porte-voix aussi des enjeux environnementaux à l'échelle de son territoire. C'est ce qu'on a fait bien volontiers, mais c'était quand même un sacré clin d'œil de pouvoir dire que c'était l'office de tourisme qui animait la journée des cétacés en Manche. Tout ça pour vous expliquer qu'à ce moment-là, bah, clairement, on était en train de tisser la toile, de créer des liens, de créer des réflexes, de créer des habitudes de travail en mode on y va tout seul, on y va en partage de plans d'action. Et puis, à ce moment-là, c'était concomitant avec le travail, comme je vous l'ai dit, de structuration sur Green Destinations, où pour nous, c'était très important d'avoir un référentiel. Euh, pour être honnête, je ne suis pas pour les labels dans l'absolu. Et vous allez dire, c'est un peu antinomique avec la suite de l'histoire. Mais pour moi, les labels nous servent clairement à avoir un cadre, à avoir un référentiel qui nous permet de nous structurer, qui nous permet de monitorer notre efficacité dans le temps. Mais quelque part, de mon point de vue, peu importe l'obtention du label derrière, c'est pas lui qui va faire, de mon point de vue, choisir un visiteur telle ou telle destination. Pour moi, c'est les retours des pairs qui vont être prioritaires par rapport à un processus de décision. Donc pour moi, il est très important de plutôt convaincre les baleines de toutes parler pour qu'il soit de plus grand nombre de pairs à parler à des cibles que l'on vise, plutôt que de se dire c'est parce qu'on a le label qu'on va faire venir des gens. Mais séduite par le référentiel de Green Destinations, avec plus de 100 critères sur des thématiques de communication, sur des thématiques d'environnement, sur des thématiques de gouvernance, sur des thématiques, bien sûr, d'offres, sur toutes, voilà, sur plus de 100 critères, ça me semblait, et sur des thématiques sociales.
parce que les PCAET, les plans climat-air-énergie des territoires qui sont réglementaires, ne traitent pas du social. Donc pour nous, on amenait vraiment la dimension humaine grâce au référentiel Green Destinations. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on n'était pas bon sur le handicap, comme je vous le disais, pas bon sur la culture. Alors, on le sentait bien hein, que c'était pas nos priorités, que c'était pas nos, pardon, que c'était pas nos forces à ce moment-là. On s'en rendait bien compte par rapport à notre offre. Eh bien, on s'est aussi rendu compte qu'on était plutôt bon en gouvernance, dans nos façons de faire ensemble, dans nos réflexes justement de collaboration, dans l'association qu'on pouvait avoir dès 2019 pour la création de la stratégie touristique, la stratégie de développement touristique à l'époque avec les habitants, avec les professionnels. Et on s'est dit, finalement, on fait déjà beaucoup de choses bien, mais il y a assez peu de personnes à le savoir. Donc, si on va dans cette démarche de Green Destination, si on l'affiche, ce n'est pas pour les visiteurs. C'est bien pour le reste de nos baleines de territoire, pour qu'on leur explique ce que c'est que ce territoire durable engagé, qu'est-ce que ça veut dire, et leur montrer qu'on est déjà capable de faire et qu'on est déjà reconnu pour ça. Et que s'ils veulent monter dans le train, bah, c'est le moment parce qu'on est dans une belle dynamique qui fait avancer le territoire et, et, et le fait de candidater pour obtenir le label, bah, nous montrait qu'on avait déjà des réussites. Il s'avère qu'on a eu la bonne surprise dès la première année d'obtenir le niveau or par rapport à la graduation de Green Destinations, pour laquelle vous êtes peut-être plus ou moins familier, mais il y a 5 niveaux. Il y a bronze, argent, or, platinium, et ensuite il y a le Graal, qui est la certification ultime de Green Destinations. Pour nous, l'idée, c'était vraiment de pouvoir démontrer ce qu'on faisait déjà bien et d'entraîner les autres. Déjà niveau or, alors oui, on était très content de cette reconnaissance, content de dire qu'on n'était pas trop mal, mais presque un peu embêté parce qu'il fallait faire de la pédagogie pour surtout pas laisser entendre qu'on était bon sur ce champ-là, parce que qui dit or dit presque victoire. Or, il y avait plein de domaines et on était juste au début de l'or. On venait passer le cap de l'or. On était à la fin de l'argent. Et pour nous, il y avait bah, un contre-effet qui a été de dire oui, on est hors, et c'est bien. Mais attention, il y a encore des marches à gravir, on n'est qu'au début de l'or, et si on s'arrête là, non, on n'aura pas fait le job. Donc clairement, on a mis le focus et la lumière sur l'action touristique et le bénéfice de l'action touristique pour les territoires, mais on a aussi fléché sur le fait qu'il y avait encore beaucoup d'efforts à faire et que ceci n'était possible que si on les faisait ensemble. Donc Green Destinations a été également un accélérateur de cette transition pour nous et de ce rôle d'office de tourisme. Donc pour nous, au moment où 2024, on a eu Green Destinations en 2023. 2024, enfin 2023, c'était le moment où il fallait commencer à réfléchir à notre schéma de développement du tourisme. On s'est dit, bah, clairement, on ne peut pas refaire un schéma de développement comme on faisait avant. On a commencé à le faire, à repartir sur une mécanique d'analyse de notre offre, de diagnostic de notre offre, de diagnostic de notre demande. Mais là, on s'est dit, mais c'est bizarre de faire juste offre, demande, plan d'action. On ne peut pas maintenant, avec tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on a dans les radars. Donc, clairement, il faut qu'on injecte concrètement notre green destination et notre démarche et nos approches dans notre réflexion du schéma. Là, oui, on reprend les mêmes mécaniques. Oui, on repart d'un état des lieux de collecte de données, d'analyse auprès des partenaires, CRT attitude manche, d'analyse des flux, de croisement d'indicateurs. Alors, on a été chercher Murmuration pour essayer de voir qu'ils proposaient à l'époque une analyse de l'impact sur la chlorophylle, sur la qualité de l'eau, qui étaient des choses un peu innovantes. On a voulu les tester. On a mené bien encore sur des démarches assez traditionnelles des entretiens qualifiés avec bah, tous nos acteurs traditionnels, institutionnels, locaux avec les agents de GTM. Ça, c'était une première par rapport au précédent schéma du tourisme de 2018, 2019. Là, on a fait un atelier avec tous les services de GTM pour qu'eux aussi se positionnent et se prononcent sur c'est quoi la stratégie du tourisme souhaitée. On a reconduit notre questionnaire d'acceptabilité auprès des habitants, qui avait aussi eu lieu en 2018, mais qui était plus orienté sur l'image du territoire et le chant des baleines. Là, 2023, c'est clairement où vous en êtes de votre acceptabilité du tourisme. Comment vous voyez le tourisme? Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous en voulez mieux? Est-ce que vous en voulez moins? Et est-ce que vous pensez que le tourisme a des impacts positifs ou négatifs sur le logement, sur la gestion des déchets, etc. Tout ça, on y a été et on a eu que des bonnes surprises. 82% des habitants du territoire sont, confirment que le tourisme est important pour la destination, veulent encore du tourisme, mais en veulent mieux. Il n'y a que 8%
de mémoire, peut-être même un peu moins, qui n'en veulent plus du tout. C'est peut-être même moins. Donc ça, c'était important aussi de l'intégrer. Et puis, bien sûr, des ateliers à nouveau de concertation, un atelier de design fiction avec l'Office de tourisme, avec toute l'équipe où nous, on s'est projeté à horizon 2030, quel est le rôle d'un office de tourisme. C'était vraiment chouette de le faire à ce moment-là. Et puis après, des ateliers plus traditionnels avec à nouveau des techniciens de GTM, mais hors champ tourisme, avec des acteurs de l'environnement. On a fait un atelier spécial acteurs de l'environnement. On a fait avec des acteurs de la mobilité qui se croisaient à ce moment-là avec l'expérimentation avec le CRT et Normandie Tourisme sur l'expérimentation tourisme et mobilité, qu'on a injecté complètement dans notre mécanique et dans nos besoins du schéma, avec les secrétaires de mairie du territoire qui se sont aussi prononcés sur leur vision du tourisme, auprès desquels il a fallu faire un peu plus de pédagogie, et un atelier à nouveau avec des habitants pour leur demander leur rôle et leur vision de ce tourisme, cette fois-ci en live. Ça nous a amené à un schéma qui fléchait et qui structurait chacune de nos approches et la lecture de notre diagnostic et notre SWOT vraiment en fonction des critères de Green Destinations. La fiche action du schéma, elle intègre aujourd'hui, et là vous en avez une sous les yeux, elle intègre clairement les critères de Green Destinations et elle dit en quoi et à quels critères et même à quels, il y a des petites notes, à quel référentiel, critère précis de Green Destination, cette action fait référence et vient compléter. Ça, c'était pour nous pour gagner du temps aussi au moment du renouvellement de Green Destinations, mais c'était clairement notre tamis, notre canevas pour nous assurer que ce schéma, il rentrait bien en phase avec Green Destinations. De même qu'on s'assurait que ce schéma, il s'inscrivait complètement avec d'autres actions de territoire, des autres services en matière de mobilité, en matière d'environnement, PCAET, en matière de plan alimentaire de territoire, en matière de développement économique, en matière de préservation des ressources, en matière de notice, comment ça s'articule avec les autres actions du territoire et comment ça fait le lien, bien sûr, avec le projet de territoire de Grandville-Terre-et-Mer, si on remonte d'un niveau, s'assurer aussi qu'on est bien en phase avec ces ambitions-là. Donc ça, c'est toute la partie droite de nos fiches actions. Et la partie gauche, c'est le détail, ça plus traditionnel de notre action en question. La partie du milieu, on a essayé de se forcer à avoir des indicateurs beaucoup plus précis et des indicateurs nouveaux, bien entendu, qui vont très au-delà de la simple mesure du volume, mais bien aussi de l'acceptabilité, de la satisfaction visiteur, de la satisfaction des professionnels, de l'impact sur l'environnement, la mesure de l'eau, la consommation d'eau, la mesure des déchets. Ça aussi, c'est des choses que vous entendez. Pour nous, l'équation du bonheur est aujourd'hui un très bon référentiel. Je vais revenir un petit peu. Là, je vais faire une toute petite pause pour vous redire tout ça avec le schéma, la vidéo qu'on a présentée l'année dernière, du coup, au moment du lancement du schéma, à tous nos acteurs élus et même nos sociopros pour leur expliquer cette évolution et pour leur expliquer comment, effectivement, on est passé d'un schéma de développement du tourisme à un schéma d'équilibre du tourisme parce que pour nous, il n'était plus question à ce moment-là d'appeler développement, même si on continue à développer. Pour nous, ça devenait trop dangereux de ne parler que de développement parce que c'était forcément associé à du plus, du plus. Or, c'est pas ça que ça veut dire. Donc pour nous, il fallait gommer ce mot développement et le mot qui revenait le plus à ce moment-là, clairement, c'est le mot équilibre. Je vous passe la petite vidéo et je vous reprends ensuite. Le tourisme a été initié par les Anglais au XVIIIe siècle. Ils furent les premiers à quitter leur territoire en traversant la Manche. Ce phénomène s'est d'abord développé parmi une élite, favorisant l'émergence de stations balnéaires et thermales. L'arrivée du train a permis d'amplifier le tourisme. Les régions alors accessibles par ce moyen de transport ont vu leur économie se développer grâce à l'afflux de visiteurs. Il faut attendre l'introduction des congés payés pour que le tourisme s'ouvre au plus grand nombre. L'aviation rend ensuite les voyages internationaux plus accessibles et augmente encore le nombre de touristes. La compétitivité entre les destinations touristiques devient alors internationale. En France, au fil du temps, des structures comme les syndicats d'initiative, d'abord gérés par des bénévoles, se sont organisées pour accueillir et guider les touristes. Ces organisations ont progressivement évolué vers des offices de tourisme plus structurés
visant à promouvoir et développer leur destination face à la concurrence croissante. Leur rôle évolue encore aujourd'hui. La mondialisation et les avancées numériques ont permis aux touristes de voyager partout dans le monde, rapidement et à moindre coût, ce qu'on appelle le rétrécissement du monde. Face à cette concurrence mondiale, les stratégies d'attractivité territoriale se sont développées pour rendre chaque région plus attractive. Il ne s'agit plus seulement d'attirer des touristes, mais aussi de séduire des talents et professionnels divers pour dynamiser économiquement les territoires avec un discours partagé et des coopérations renforcées entre acteurs d'un même territoire. C'est comme les baleines à bosse qui, pour séduire, s'accordent sur un même champ pour rayonner davantage et marquer leur identité. La pandémie de Covid-19 a profondément modifié la perception et la gestion du tourisme et l'attractivité des territoires plus globalement. Les impacts du tourisme, positifs comme négatifs, ont été mis au devant de la scène. Les habitants ont redécouvert leur territoire en proximité. En sortie de crise, la notion d'acceptabilité du tourisme est apparue. L'enjeu de la pression sur les territoires, notamment littoraux, et le logement se sont accélérés. Cette période a souligné l'importance de rééquilibrer le tourisme pour qu'il soit respectueux des habitants et de l'environnement. Le défi actuel du tourisme est de trouver un équilibre entre développement touristique et préservation des ressources, qu'elles soient humaines, culturelles, naturelles. Un premier acte a installé le tourisme à l'échelle intercommunale en 2017. L'acte 2 a convenu d'un accroissement raisonné de la fréquentation touristique à partir de 2019. Le nouveau schéma se veut désormais équilibré, en phase avec les enjeux de la filière et du territoire. Issu d'un long travail de diagnostic, puis de construction avec ces différents acteurs, qui ont fait intégrer les enjeux de décarbonation, de rajeunissement du territoire et de rééquilibre entre rétro-littoral et littoral, l'orientation du nouveau schéma place le bien-être des habitants comme levier prioritaire de son développement. Le schéma d'équilibre repose ainsi désormais sur deux axes. Une destination aux ressources préservées et reconnues, et la maîtrise du développement des offres touristiques et de loisirs. L'axe 1 comprend 5 axes opérationnels donnant lieu à 19 actions. Des habitants bénéficiaires du développement touristique. Des ressources, des espaces naturels et des paysages préservés. Une culture protégée et reconnue. Une identité appropriée par les habitants. Une destination engagée vers le bas carbone. Pour l'axe 2, les 19 actions se déclinent également en 5 axes opérationnels. Une offre d'hébergement maîtrisée. Un engagement des professionnels en faveur d'un tourisme durable de qualité. Un rétro-littoral mieux développé pour rééquilibrer l'économie. Des offres pour reconnecter habitants, résidents secondaires et visiteurs toute l'année. Une promotion touristique permettant de mieux répartir les flux dans le temps et dans l'espace. Pour la bonne mise en œuvre de ce schéma, la transversalité restera la clé. Seconde destination française à avoir obtenu le label Green Destination, niveau or, Granville-Terre-et-Mer est le premier territoire français à lancer un schéma d'équilibre touristique visant un développement durable et respectueux. Donc voilà, petite synthèse de ce que j'ai pu vous dire et du schéma. Je suis un petit peu hors délai, donc je vais accélérer pour pouvoir laisser un peu de temps aux réponses. Mais clairement, vous avez toute la mécanique, toute l'histoire de la construction de ce schéma. Et depuis 2024, il a été adopté à l'unanimité en octobre 2024. C'est notre feuille de route. Et c'est une feuille de route qui est pilotée par l'Office de tourisme et pour lesquels il y a différents pilotes. On est vraiment dans une organisation matricielle. Et l'Office de tourisme est juste là pour continuer à tisser les liens et s'assurer que les pilotes travaillent bien. On s'est clairement bien repositionné dans l'affirmation d'un écosystème d'accueil où tout le monde y trouve son compte et la notion d'hospitalité territorialisée nous va très très bien. Où pour nous, on va aller séduire aussi bien des touristes aujourd'hui que des nouveaux talents. Et on s'est rapproché d'Attitude Manche, notamment dans la démarche d'accueil et d'hospitalité territorialisée, pour aussi améliorer notre façon de faire ensemble avec la santé, avec la petite enfance, avec pour les crèches, mais avec le logement pour effectivement être meilleur sur l'hospitalité et l'accueil
tout confondu sur notre territoire. Bien sûr aussi est venue se greffer la démarche Equinox avec Attitude Manche qui vise, elle, à accélérer la sensibilisation des pros aux enjeux du durable, mais qui chez nous était déjà bien le cas avec Green Destinations. Donc Equinox est un accélérateur de rentrer dans cette valse, en fait, du durable, dans ce champ du durable. Mais Equinox a aussi la vertu d'aller sensibiliser les visiteurs avec des moyens beaucoup plus puissants que les nôtres, avec des vidéos qui vont impacter les visiteurs bien avant qu'ils viennent sur le territoire. Donc ça sert complètement notre stratégie. Donc pour nous, dans ces cas-là, on saute effectivement à pieds joints dans les démarches, ce qu'on appelle supra, et on est bien en articulation aussi avec les acteurs de la Manche et de la Normandie. Au cœur de cette stratégie, les habitants, comme vous les avez vus, les habitants comme des baleines qui parlent, comme des baleines qui accueillent, comme des baleines qui préconisent. Et aujourd'hui, nos habitants, nos ambassadeurs viennent, viennent aussi, deviennent aussi des conseillers en tourisme et ils sont prêts à donner du temps. Et ça nous bluffe assez pour aller répondre à notre place et conseiller même autour d'un café, pas que sur du digital. Donc cette stratégie, elle est vraiment faite pour que tout le monde s'y retrouve et tout le monde s'articule. Ce qui nous fait avoir imaginé une V2 de chuchoteurs, dans laquelle aujourd'hui on a du contenu tourisme, mais on a du contenu beaucoup plus divers avec des contenus hauts, des contenus déchets, par rapport à toute la logique que je vous ai donnée. Mais le dernier badge qui s'appelait outil de l'Office de tourisme, et maintenant est, vous êtes chuchoteur, vous pouvez devenir ambassadeur, avec une stratégie ambassadeur qui est en train d'être travaillée avec l'ensemble des services de GTM. Il existe depuis 5 ans des ambassadeurs tourisme. Aujourd'hui, on va les thématiser, des ambassadeurs eau, des ambassadeurs nautisme, des ambassadeurs déchets, parce que chacun a envie d'y aller dans son coin, mais plutôt que d'aller dans son coin, on a le réflexe de faire ensemble. Et ça, pour moi, c'est des vrais caps de passer depuis ces dernières années. Donc voilà, le travail se fait à l'échelle de territoire en 2D, se fait bien sûr aussi en 3D avec les dimensions régionales. Et c'est chouette de pouvoir s'appuyer sur OTN, de pouvoir s'appuyer sur le CRT ou Attitude Manche pour amplifier ce champ des baleines et accélérer cette stratégie. On compte beaucoup dessus sur ces mutualisations de moyens. Et nous, on considère clairement aujourd'hui qu'on a un rôle de Spider-Man, tisser les liens, tisser la toile, pas forcément être au centre, mais s'assurer que cette toile, elle est solide, elle est robuste pour pouvoir avoir un territoire qui va passer le cap de tous ces enjeux et toute l'adversité à laquelle il va être confronté par rapport aux enjeux climatiques. Ça, je pourrais en reparler aussi pendant 1 heure, mais là, on déborderait de trop. Pour vous dire à quel point on fait du Spider-Man, on tisse les liens. Nos dernières rencontres, là, le 25 novembre, c'était partenaire au premier regard, hein, clin d'œil à l'émission, où on a clairement décidé de ne pas faire d'atelier, mais faire des speed meetings, des matchmaking avec des anglicismes très assumés pour permettre à nos professionnels, pendant 2 fois une demi-heure, de se rencontrer et de rencontrer d'autres professionnels qu'ils n'auraient pas rencontrés. On les a mis en compatibilité après les avoir interrogés sur leur centre d'intérêt et de problématiques. Et ils ont été ravis de ça. Donc, on a poussé l'expérimentation d'entremetteurs jusqu'au bout. Ça a marché. Probablement qu'il y aura une saison 2 de Partenaires au premier regard en 2026 aux rencontres du tourisme. Ça, pour boucler la boucle, ça fait du sens, ça donne du sens. Et notre raison d'être est encore plus vraie aujourd'hui. On l'a réfléchi avec toute l'équipe au moment où on s'engageait dans les démarches RSE. Donc peut-être en 2021, 2020, 2022, où on avait écrit collectivement qu'on est convaincu que le bonheur et la beauté méritent d'être partagés et que la destination Granville-Terre-et-Mer est source de ce bonheur. Oui, on a une équipe très engagée, très fière d'être sur ce territoire. L'Office de tourisme, facilitateur de liens, on l'avait écrit noir sur blanc, facilitateur de liens, veille à partager le bon vivre de la destination tout en la préservant. Voilà la petite histoire de Granville-Terre-et-Mer et comment on est passé des baleines à Spider-Man plus dernièrement. Merci beaucoup, Déborah, pour ce très beau témoignage qui, au-delà d'être inspirant, est plein de sens. On voit que voilà, toutes ces actions repositionnent, aussi positionnent l'Office de tourisme dans ce qu'il doit être aujourd'hui, hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a une mission régalienne, qui est l'animation du réseau au niveau des offices de tourisme. Alors c'est vrai qu'on l'oriente bien souvent vers les sociopros, mais là on voit bien que ça dépasse le cadre traditionnel de nos partenaires traditionnels avec tout ce que tu as pu exposer, hein, le travail avec les services de la collectivité, des acteurs qu'on n'a pas l'habitude non plus de voir traditionnellement, que ce soit des associatifs, du monde culturel.
On voit bien que là, voilà, il y a tout un écosystème dans lequel l'Office de tourisme est pleinement engagé. Alors, je dis l'Office de tourisme, j'inclus, on l'a bien compris, si ton équipe qui est ultra engagée, hein, notamment avec comment dirais-je, l'action que vous avez mis avec Avril, si je dis bien, si ça me, je Oui. me rappelle bien, sur toute la médiation qui est faite sur l'Estran au moment des grandes marées. Donc là aussi, il y a un lien avec vos visiteurs, vos clientèles qui viennent sur le territoire de Granville-Terre-et-Mer. Vraiment, vraiment un super retour d'expérience. Merci beaucoup, Déborah, de le partager au réseau des offices de tourisme normands. Alors, je suis persuadé que ça va déclencher un flot de questions. Il nous reste, allez, on va élargir, on va prendre un petit peu plus large, hein. Normalement, il nous reste 8 minutes, mais on- on va pouvoir peut-être abuser un petit peu plus de ton temps, mais n'hésitez pas, voilà, à prendre la parole si vous avez des questions tout de suite auprès de Déborah. Donc les micros sont ouverts, ne soyez pas timides, allez-y. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez, Céline. Bonjour Déborah, Céline à Indoville. Bonjour à tout le monde. Déjà hyper inspirant, merci pour ce partage. Moi, j'ai deux questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Tu as parlé des Instagrammeurs à un moment donné. Je voulais savoir, est-ce qu'ils travaillent en totale autonomie ou est-ce qu'il y a une validation des contenus par l'OT avant leur publication? Ça, c'est un gros sujet, ce travail d'Instagrammeur. Alors, c'est pareil, c'est Estelle qui le pilote. Et merci, Nicolas, d'avoir ressouligné l'équipe et l'engagement de l'équipe. J'ai une équipe vraiment très formidable. C'est pas du tout français, mais tous sont engagés dans leur mission, dans leurs compétences. Et ce fonctionnement écosystémique que j'expliquais, je vais répondre à ta question, hein, Céline, mais ce Ouais. fonctionnement écosystémique que j'expliquais hors territoire, on l'a vraiment aussi au sein de l'équipe où on est en mode pilote sur plein de sujets, il y a pas d'hiérarchie. On est plutôt en matriciel et ça fonctionne bien. Et du coup, tout le monde est engagé. C'est Estelle qui pilote la démarche des ambassadeurs et le code de marque. Et cette démarche, elle a vraiment évolué au fil des ans. Ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on l'amène. Au début, c'était vraiment d'aller chercher les Instagrammeurs les plus actifs pour les inciter pour leur présenter le code de marque et pour les inciter à partager en lien avec ce code de marque, avec les hashtags qui vont bien. C'est tout ce qu'on leur demandait au début. Mais au fil du temps, ils se sont sentis plus engagés, on les a alimentés, on a créé un petit réseau et ils ont même écrit une charte eux-mêmes pour dicter leur conduite et le cadre de leur prise de parole. Donc, c'est eux qui ont construit une charte des ambassadeurs pour dire, nous avons bien pris connaissance du code de marque, on s'engage à porter ces valeurs, on s'engage à faire ça, à communiquer un minimum à telle fréquence. Mais il s'avère que dans ces ambassadeurs, aujourd'hui, il n'y a pas que des Instagrammeurs, il y a aussi des photographes qui sont pas forcément Instagrammeurs. J'ai dit ça tout à l'heure rapidement, mais ils ont d'autres compétences qui viennent nourrir une stratégie et ils viennent tous alimenter quand ils en produisent, notre photothèque partagée. Ils peuvent déposer, si vous allez voir notre photothèque, dès la page d'accueil, déposez ici vos photos. Ça veut dire que n'importe qui peut venir contribuer. Donc nos ambassadeurs sont très actifs, nos photographes ambassadeurs sont très actifs, mais n'importe qui peut le faire. Donc ils sont assez autonomes dans leur prise de parole puisqu'ils ont cette charte. Par contre, là où on les emmène dans la création de nos contenus, pour notre site internet, parce qu'ils ont aussi rédigé des portraits, rédigé des articles selon leurs appétences et leurs affinités. Ils le font de façon, au début, ils voulaient être accompagnés, même eux n'avaient pas envie de le faire tout seuls, ils ne se sentaient pas de le faire tout seuls. Donc au début, Estelle les accompagnait, mais maintenant, ils y vont tout seuls. Et par contre, ensuite, ils nous ramènent leur production, leur article. Et tous ne le font pas, hein. Il y en a qui n'aiment pas écrire et il n'y a que ceux qui aiment écrire qui le font. Ceux qui aiment écrire nous font leur production et nous, on recorrige un petit peu pour que ce soit dans la ligne éditoriale de Granville Terre et Mer et on le remet ensuite sur la plateforme et ça se passe plutôt bien, mais ils y vont tout seuls maintenant. Donc, il y a plusieurs niveaux de prise de parole. Il y en a sur lesquels on les laisse complètement faire, sachant qu'ils ont signé une charte. Et puis, il Hmm. y en a pour lesquels on relie un petit peu et on fait des allers-retours avec eux. Ok, merci. Je pose ma deuxième question, du coup, par rapport à l'écriture de votre dernière stratégie, et notamment l'animation, enfin le travail en amont, c'est-à-dire les questionnaires d'acceptabilité, les entretiens, les réunions, les ateliers, avec toutes les personnes qui ont participé. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner d'une agence ou est-ce que c'est toi qui as tout piloté? Non, alors,
À la base, pour être honnête, à la base, pour moi, c'était clair que c'était une mission de pilotage confiée à l'Office de tourisme. C'était même une mission qui est dans la fiche de poste de Déborah Le Goff. Hmm. Vraiment l'élaboration de cette stratégie. J'avais clairement fait un Gantt en ce sens en 2022, Noël 2022, la période où on a un peu le temps de se poser, pour vraiment instaurer toute la dynamique d'atelier comme on l'avait fait en 2018. Mais il s'avère qu'à ce moment-là, la collectivité a souhaité lancer une étude de flux sur le territoire et a lancé un appel d'offres avec diagnostic des flux et préconisation. Dans les réponses et dans le choix du lauréat, ça a finalement été justement Murmuration, que j'évoquais tout à l'heure, qui a des outils un peu novateurs pour mesurer les flux, pour mesurer l'impact du touriste et finalement pas les flux. Mais ça, je connaissais pas, c'était plutôt intéressant. Murmuration, c'était associé avec ID Tourisme, avec Guillaume Cromer, pour répondre à cela. Et pour moi, Guillaume, je le connaissais comme consultant et pas comme gestionnaire des flux. Donc j'étais un petit peu surprise qu'il se soit positionné, mais bah, pourquoi pas, j'allais lui découvrir des compétences que je ne connaissais pas, mais finalement, au fil des avancées méthodologiques, c'était pas Guillaume qu'on avait à ce moment-là, c'était un de ses un de ses partenaires, un de ses associés qui n'est plus là. Bon, bah, clairement, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas dans une méthodologie d'analyse de flux, ils étaient dans une méthodologie de schéma. Donc, je me suis dit, quitte à faire le job, on est en concomitance. Moi, je vais pas le faire de mon côté. Il y a un cabinet qui existe, il sait faire. Par contre, on va travailler ensemble. Et c'était plutôt très bien venu à ce moment-là que ce soit un cabinet tiers qui vienne être la voix un peu en dehors de l'implication de l'Office justement du tourisme, pour pas qu'à ce moment-là, ça oriente de trop le schéma et que ça positionne de façon calculée l'Office de tourisme. Donc, c'était bienvenu d'avoir une voix tierce Un pour regard extérieur, oui. exactement pour pouvoir avoir une sorte de recul, prise de hauteur sans que ce soit la voix de l'office de tourisme qui aurait pu être peut-être desservante à ce moment-là, mais qui au final a redonné du poids. Ok, merci. Mais on a travaillé très en proximité avec Guillaume, avec enfin, l'injection de Green Destinations, les réflexions sur le fait de ne pas avoir juste un diagnostic pur, c'était vraiment un ping-pong très en proximité. On enchaîne. Si vous avez des questions, profitez-en. Il reste quelques minutes. Non? Oui, bonjour, c'est Frédéric Marché à Senneur. Merci Déborah, merci Nicolas pour cette présentation. Euh, Vu les champs maintenant que vous couvrez et le nombre impressionnant d'interlocuteurs que vous avez dans des domaines très différents, est-ce que toi-même ou bien ton autorité de tutelle envisage de redéfinir le périmètre de l'Office de tourisme tel qu'il est conçu actuellement et en conséquence de lui donner une autre appellation, une autre identité. Voilà. Ouais, c'est une super question. Je ne l'ai pas du tout évoqué dans la présentation. Par contre, ça fait partie, au moment de l'élaboration du schéma et avant son lancement, des questions qu'on a traitées en parallèle. Parce que clairement, ça a reposé la question de la position de l'Office de tourisme par rapport à la collectivité. Et il y a eu différentes hypothèses d'étudier. Bah là, c'était chouette d'avoir Guillaume aussi, parce que justement, il avait le regard extérieur sur les avantages d'être en régie, de rester en épique, d'un fonctionnement de gouvernance et d'implication au niveau des dires. Alors moi, je fais partie aussi du CODIR quand même du CODIR. Je fais la partie de la réunion mensuelle des directeurs de GTM, donc je suis déjà très, très impliquée, mais il n'y avait pas d'organe de gouvernance un peu plus supra-GTM, et du coup, on l'a créé à ce moment-là. Il y a un COSTRAT un peu plus en lien avec ces stratégies transversales qui est né l'année dernière, qui a été la réponse à la question que tu poses, parce que dans les conclusions, il s'agissait de permettre de garder à l'Office de tourisme un maximum de flexibilité et d'agilité en restant
en dehors de la collectivité et aussi avec l'idée que moi, je défendais, pour être passé, l'avoir vécu dans mes expériences précédentes en Bretagne, à déconnecter le champ politique de l'approche tactique et stratégique de cette attractivité raisonnée, hospitalité territorialisée. Maintenant, je dis, on l'appelle comme on veut, ça m'est égal. À GTM, on a décidé de l'appeler ancrage. Merci pour l'opportunité de le redire parce que je ne l'avais pas dit. Mais quelque part, on s'en fout du mot, c'est la méthode. Donc oui, ça a été une vraie question, mais aujourd'hui, l'idée, c'est de rester sur ce modèle-là avec un office de tourisme qui est en satellite, mais qui travaille plus en proximité encore avec les instances de GTM pour que ce soit encore plus transversal et encore plus fluide. Et le changement de nom est un peu apparu à ce moment-là. Je crois que ça fait partie des fiches actions de mémoire. Ça doit être dans un des mots de la fiche action sur le rôle de l'Office de tourisme. Je le cherche toujours ce nom. Moi, j'y crois grandement. Il y a la notion d'Office de tourisme à mission aussi, qui est un sujet sur lequel on se penche grâce à la démarche manager de transition avec OTN et l'Occitanie. Donc, je suis assez ravie d'aller sur ces champs-là. Mais est-ce que c'est Office de tourisme à mission que ça s'appellera demain? Certainement que ce sera dans ces dynamiques, en tout cas assumé. Mais est-ce que ça s'appellera toujours Office de tourisme? Je ne suis pas sûre. J'ai aussi toute une conviction pour les offices de tourisme de littoraux et au regard des enjeux des océans, qui dit qu'on pourrait s'appeler des offices de la maritimité et qu'on traiterait bien tous ces sujets des enjeux de l'eau, des enjeux du tourisme, des enjeux du nautisme, des enjeux du recul du trait de côte, des enjeux du réchauffement des océans, du changement d'identité par rapport à la pêche qui souffre. Donc toutes ces questions-là, pour moi, elles sont très connectées au maritime. Alors, c'est pas valable pour les offices de tourisme de l'intérieur, quoique la maritimité, elle commence aussi sur les bassins versants. Donc, office de la maritimité, ça m'irait bien, mais ce serait pas très compris. C'est une vraie question sur laquelle je planche, Frédéric. Allez, une petite dernière pour la route. Qui veut se lancer? Non? Bah, du coup, on va pas trop déborder s'il n'y a plus de questions. C'est bon. Alors, j'ai vu dans le chat, Déborah, je sais pas si tu y as accès, mais voilà, tu vas avoir un contact par Stéphanie de Terdoche qui va te poser quelques questions. Elle a dû nous quitter. Ok. Donc, bah, on va passer à la conclusion. S'il n'y a plus de questions, dernière chance, vendu. Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup en tout cas Déborah pour ce témoignage hein, de très grande qualité. Vraiment, c'est vrai qu'on peut toujours compter sur l'Office de tourisme de Granville-Terre-et-Mer, ce qui est très proactif au niveau de nous des actions de la fédération et je tiens à te le dire et te remercier au nom de la fédération. Voilà, lorsque l'on nous remarque des initiatives intéressantes et surtout pertinentes à relayer au réseau, on essaie voilà, de le faire et voilà, ton intervention entrait dans ce cadre-là et c'était top. J'en profite, Déborah présidente, carrément. J'en profite par ce message. Si vous avez des volontés en tant que participant et de passer de l'autre côté de l'écran, de passer de participant à témoin, n'hésitez pas à nous relayer hein, vos bonnes initiatives. Nous, on est toujours en veille au niveau de la Fédé pour voir les initiatives qui émergentes dans le réseau pour pouvoir vous les partager. Donc là, nous, on est plus aussi en demandeur pour pouvoir voilà, inspirer le réseau. Et là, pour le coup, on a un point commun avec Grandville-Terre-et-Mer. Hein. Toi, tu parles de tisseur de liens, nous, on dit créateur de liens. C'est notre baseline. En tant que fédération, voilà, c'est aussi notre rôle voilà, de créer du lien, de vous rencontrer, d'échanger. Et on le voit bien qu'à travers ce type de rendez-vous, alors certes virtuel, hein, mais on a aussi tout un tas de rendez-vous en présentiel à travers les clubs, les séminaires et autres. Mais on essaie voilà, à chaque fois d'avoir des rendez-vous de qualité qui permettent de vous inspirer et de créer du lien, soit en direct, tu vas recevoir des mails, des échanges. Donc ça, nous, on est satisfait de ça et on est dans notre rôle de fédé. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 13 janvier prochain. Ce sera sur un témoignage de votre collègue Jérôme Radanovic de l'Office de tourisme de Honfleur et qui interviendra en binôme avec une intervenante du CNAS,
Comité national des actions sociales. On va parler là aussi d'un aspect plus social au sein des équipes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire si vous ne l'êtes pas encore fait. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à toutes et tous. Je vous dis à bientôt pour nos rendez-vous au TN. Et un grand merci encore à Déborah de ton témoignage de très grande qualité. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.